Je suis Thibaut Enoch et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction de LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. Bonjour à tous et bienvenue dans Bourbon Hebdo. Au sommaire, cette semaine, un vainqueur et un vaincu, Retailleau-Wauquiez chez les Républicains. L'heure était en apparence à la réconciliation. Après la bataille pour la présidence du parti, cela s'est joué à l'Assemblée. On vous racontera les coulisses. On reviendra aussi sur la petite phrase de la porte-parole du gouvernement qui a mis le feu aux poudres chez les macronistes. On parlera de la bataille de propositions et de communication sur l'islamisme politique après la publication d'un rapport choc. Et puis enfin, la fin de vie. Les débats se sont poursuivis cette semaine. On analysera leur tonalité plutôt apaisée, chose rare à l'Assemblée. Alors à mes côtés, pour vous éclairer dans les méandres de cette actualité parlementaire, mes deux collègues Elsa Mondagava et Stéphanie Depierre, bonjour. 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 Je vous laisse vous présenter en un mot. Alors moi, je présente les émissions autour des questions au gouvernement, avant et après, et quand il y a des grands textes aussi à l'Assemblée, des grands moments comme les déclarations de politique générale ou les motions de censure. Ça c'est pour toi Elsa, et toi Stéphanie ? Et moi, j'arpente les couloirs de l'Assemblée pour glaner des infos et les transmettre dans toutes les émissions de LCP. Et vous n'avez donc rien manqué de ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine. Allez, on commence par un doux son, celui de la victoire. Et voilà, Bruno Retailleau, nouveau président des Républicains, élu très largement dimanche dernier face à Laurent Wauquiez. Après la bataille, les deux hommes ont tenté de faire la paix mardi à l'Assemblée. Stéphanie, tu y étais, raconte-nous. Alors d'abord, Laurent Wauquiez a invité Bruno Retailleau à venir à la réunion hebdomadaire du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée, mardi matin. Donc Bruno Retailleau avait accepté l'invitation, mais avant son arrivée, Laurent Wauquiez avait réservé une petite surprise à ses députés. Il a fait une sorte de vote de confiance. Il a demandé aux députés de lui réitérer leur confiance parce que peut-être qu'il avait peur justement avec cette claque qu'il avait prise pour le parti que sa présidence du groupe soit contestée. En fait, il n'y avait pas vraiment de contestation, mais il a quand même voulu s'en assurer. Alors il a pris un peu tout le monde au dépourvu, hein. Tous les députés m'ont dit mais on n'était pas prévenus, même les députés proches qui avaient fait sa campagne n'étaient pas au courant. D'autres ironisaient en disant c'est quand même un peu un aveu de faiblesse, et s'il avait vraiment voulu le faire franchement, il n'aurait pas fait ça comme ça au débeauté, il aurait démissionné de la présidence du groupe, on aurait fait un nouveau vote. Voilà, quelqu'un m'a dit ça sentait quand même les vieilles méthodes du RPR. Et puis les deux hommes se sont affichés ensemble quand même. Comment est-ce qu'ils ont affiché cette image d'unité, de façade ou pas de façade d'ailleurs? Alors, au bout d'une demi-heure de réunion de groupe, Bruno Retailleau a rejoint tout le monde. Donc là, ils se sont affichés, c'est-à-dire qu'on a eu le droit de faire une image, nous les journalistes, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, de Laurent Wauquiez accueillant Bruno Retailleau. Puis ensuite, on a eu le droit à 2-3 minutes, ce qui est assez rare, d'images de Bruno Retailleau avec Laurent Wauquiez au milieu de tous les députés. Et alors, comme Laurent Wauquiez avait essayé de marquer son territoire, et bien Bruno Retailleau a fait à peu près la même chose pour marquer le terrain. Il a pris beaucoup de temps. Il est resté 1h15 avec les députés de la droite républicaine et il a répondu à toutes les questions avec ce message, unité, rassemblement, il ne faut pas se déchirer, on va travailler ensemble. Il y avait pas mal de sourires sur les images, mais après c'est vrai que dans ces cas-là, c'est des sourires qui peuvent être un peu crispés. Ouais. On sait que Retailleau, c'était le grand favori, mais là, il a écrasé vraiment par un score très important, 75%. Donc après, c'est sûr que Laurent Wauquiez était peut-être... un peu surpris aussi de cette défaite. Et tous les députés étaient ravis à la sortie de la réunion de groupe avec Bruno Retailleau. Et comme le disait un peu sarcastiquement un député d'un parti allié, les députés de droite sont tous devenus retaillistes dimanche soir, vu le score de Laurent Wauquiez. Effectivement. Elsa, tu parlais de cette victoire écrasante. Dans le bloc central, au gouvernement, comment on a réagi ? Ça renforce la légitimité de Bruno Retailleau dans l'exécutif. Enfin, ça peut aussi lui donner des ailes pour l'avenir. Voilà, donc c'est un peu les deux réactions. Déjà, on n'est pas content parce que c'est pas une élection dont on considère qu'on a à être content ou pas content, mais on considère que Retailleau, c'est une meilleure nouvelle que Laurent Wauquiez. Parce qu'il y a des députés qui disent, au moins Retailleau, il ne nous crache pas dessus comme Laurent Wauquiez. Il y a vraiment au sein du groupe Ensemble pour la République le sentiment que Laurent Wauquiez les méprise, n'est pas du tout en coalition avec eux, etc. Donc, il y a déjà cette étape-là. Ensuite, effectivement, tout le monde commence à réfléchir à que va faire Bruno Retailleau, combien de temps va-t-il rester au gouvernement, comment va-t-il s'émanciper.
Et chez notamment les philippistes, ceux pour qui le candidat futur, c'est Édouard Philippe, on minimise un peu les choses. On rappelle, 75% c'est sa victoire, mais on rappelle que c'est sur 120 000 adhérents. On dit que pour l'instant, il y a un peu un effet vu à la télé, une surmédiatisation du personnage. Donc voilà, pour l'instant, c'est soulagement, même s'il n'y avait pas vraiment de doute. Laurent Wauquiez, on n'a jamais vraiment cru qu'il allait pouvoir avoir les Républicains. Validation aussi de l'alliance avec la droite. Et en revanche, effectivement, pour la suite, tout le monde commence à... Voilà, on considère que le temps, il y a un chronomètre qui est enclenché. Et en fait, son départ, ça y est, il y a un timer qui est mis et le départ de Retailleau va intervenir. Alors, est-ce que ce sera avant, après les municipales ? Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir comment gérer le personnage. Alors, en tout cas, cette victoire, elle semble avoir redonné le moral aux Républicains. Ils ont même été un petit peu emportés dans leur élan pour certains. Je pense à la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Elle est membre du parti. Elle a estimé mardi que le macronisme, je cite, trouverait probablement une fin dans les mois qui viennent. Réaction des principaux intéressés ici à l'Assemblée. Une porte-parole dans une coalition et dans le contexte politique dans lequel nous sommes ne devrait pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on a l'ivresse des lendemains de victoire qu'il faut se laisser aller à des commentaires qui sont désagréables, déloyaux. Il y a depuis quelques semaines maintenant une offensive brutale de la droite réactionnaire, conservatrice, autoritaire, qui est incarnée par Bruno Retailleau, qui a décidé de mener la guerre à ce qui est le macronisme. Voilà, Elsa, des réactions de députés Ensemble pour la République. C'est peu dire que les propos de la porte-parole du gouvernement ont exaspéré. C'est le sujet de conversation numéro 1 mardi chez les macronistes. Oui, ça a fait énormément réagir puisqu'ils ont la réunion de groupe en fait après les interviews du matin. Ce qui est assez drôle dans ce cas-là, c'est que souvent nous, quand on fait les interviews, on a le on face caméra et le off hors caméra. Parfois, ils sont pas tout à fait identiques ou en tout cas plus forts d'un côté ou de l'autre. Bon, là, on a entendu les députés. Bon, ils y allaient cash, hein. Ils sont tous sortis. Je crois que Stéphanie était aux 4 colonnes. Oui, moi, tu t'es pas fait prier pour avoir des réactions. Ah non, moi j'étais aux 4 colonnes dès 10h, 10h30. Et les premiers députés du parti présidentiel que j'ai croisés qui partaient en réunion de groupe, la première chose qu'ils m'ont dit, je leur ai dit comment ça va ? Ils m'ont dit, vous avez vu ce qu'a dit Sophie Primas ? J'ai dit, bah non, pourquoi ? Ah bon, on va en parler en réunion de groupe, c'est pas possible, etc. Et si vous voulez, on fait une interview plus tard. Voilà, ils ne sont vraiment pas fait prier. Oui, il y a des jours comme ça où c'est très facile d'avoir des réactions. Exactement. Il faut rappeler que ce n'est pas la première petite phrase qui suscite un peu l'indignation parce que Bruno Retailleau, dans un message aux adhérents, avait lui aussi dit qu'il c'était un adversaire du en même temps, que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Donc là, c'était la deuxième lame, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on commence à être particulièrement agacé. On dit que les Républicains essayent de se refaire la cerise en gros sur Ensemble pour la République. On rappelle qu'on fait 4% à la présidentielle. Et effectivement, ça commence un peu à agacer d'avoir le sentiment qu'on ne joue pas tout à fait dans le même camp. Et ça ne fait que commencer. Oui, Stéphanie, tu l'as senti aussi ce regain de tension avec les Républicains. Ah oui, on l'a clairement senti. En plus, il y a eu un truc un peu paradoxal. C'est-à-dire que dimanche soir, comme l'expliquait Elsa, il y a beaucoup de députés macronistes qui ont poussé un petit ouf de soulagement en se disant c'est pas Laurent Wauquiez, c'est Bruno Retailleau, ce sera plus simple, les relations seront moins compliquées et paf, 2 jours après, à nouveau, tout explose dans leurs relations. Donc ça a vraiment beaucoup fait monter la tension et certains députés macronistes disaient c'est dommage, il s'est laissé emporter, on l'a entendu, il y a un député qui dit c'est l'ivresse de la victoire et il regrettait beaucoup ça. Alors là, il faut noter que Sophie Primas, ce matin sur BFM, a fait un peu amende honorable, c'est-à-dire qu'elle dit je ne dis que des choses factuelles, le président ne pourra pas se représenter, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de ses idées. Bon, elle essaye de calmer un peu la tension. Alors vous parliez d'ivresse de la victoire, on va venir à notre deuxième sujet qui n'est pas sans lien justement à cause de cela. Toute cette dynamique a porté aussi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à prendre peut-être des libertés cette semaine. On lui prête en tout cas d'avoir fait fuiter dans la presse le rapport sur l'islamisme politique en France. Résultat, un courroux du président de la République lors du Conseil de défense sur le sujet mercredi. Et Elsa, le président n'était pas le seul à être agacé cette semaine. Agacé, et ça a été l'occasion pour les députés Ensemble pour la République de dire que c'est la première grosse erreur de Bruno Retailleau. Eux, ils en sont persuadés, c'est lui qui a fait fuiter le rapport. Et ils nous disent, il fait fuiter un rapport qui est quand même assez fort, etc. Et il n'a rien préparé en face. Il est arrivé les mains dans les poches devant le président. On commence à nous dire, et ça pareil, on ne se fait pas prier pour le dire, que tous pensaient que derrière les mots de Bruno Retailleau, il y avait des actions, et qu'en fait, c'est un commentateur. Et c'est vrai que ce reproche, on l'entendait aussi énormément de la part du Rassemblement national, qui dit que Bruno Retailleau, il parle beaucoup, mais il agit peu. Et là, au sein d'Ensemble pour la République, on se dit, mais en fait,
comment on fait fuiter quelque chose, c'est qu'après, en fait, on a des mesures à annoncer, on dit... Et donc voilà. Et donc ça, effectivement, les députés Ensemble pour la République disent c'est les limites de Bruno Retailleau et ils se sont pas fait prier pour les pointer devant nous, les journalistes. Oui, Stéphanie, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, il a été renvoyé à ses chères études par le président. Il lui a demandé de revoir sa copie et de faire de nouvelles propositions. Ça a été perçu comment ? C'est vrai que ça a été un peu violent. Après, je pense que Emmanuel Macron a demandé à tout le gouvernement, qu'il a quand même recadré tout le gouvernement et pas que Bruno Retailleau, de la Justice donc, aussi, y compris aussi le ministre de la Justice. Donc il y a des propositions qui vont être attendues en juin, mais c'est vrai que c'était un peu étonnant parce que après le Conseil de défense, qui à propos de ce rapport qui était le mercredi matin, ensuite Bruno Retailleau était au Sénat et il a fait 3 propositions, mais qui paraissaient assez vagues, à la fois assez techniques et assez vagues. Sans pas très nouvelle, alors que depuis des semaines, dans l'entourage de Bruno Retailleau, on disait ce rapport-là, il est prêt depuis longtemps, on l'a jamais rendu public, on va le faire, il faut le faire, c'est important. Ensuite, l'Élysée, on l'avait bien senti, avait repris la main, mais c'est vrai que ça donne une impression un peu de flottement du côté de l'intérieur. Alors, la présentation de ce rapport choc a été suivie de beaucoup de commentaires et de réactions politiques, de la gauche au Rassemblement national. On va s'attarder sur l'une d'entre elles, parce qu'il y en a un qui avait préparé des propositions assez choc. Pour le coup, c'est Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République. Il a profité de l'occasion pour faire cette proposition qui a fait grand bruit. Moi, je considère qu'une femme qui décide librement de porter le voile, c'est sa décision. Mais dans décide librement, il y a liberté. Où est la liberté d'une jeune fille, d'une fillette de 5-6 ans quand on la contraint à porter le voile ? Interdire le voile donc avant 15 ans, voilà la proposition du président du groupe Ensemble pour la République. Elsa, ça vient après l'interdiction de l'abaya quand il était ministre. C'est un nouveau gros caillou mis par Gabriel Attal sur la route vers la présidentielle pour marquer son identité sur ces sujets. Oui, et il répète souvent l'exemple et son entourage aussi, 5-6 ans, mais c'est bien en dessous de 15 ans qui souhaitent l'interdire. Ce qui n'est pas, c'est pas les 5-6 ans. Gabriel Attal, depuis qu'il a pris le parti et le groupe, il a fait des groupes de travail pour essayer d'avancer sur des propositions, avoir des lignes claires sur différents sujets, dont sur le régalien. Son interdiction de l'abaya quand il était ministre de l'Éducation, il le porte en étendard. Donc là, ça lui permet d'être un peu dans cette suite logique. Alors ça a été accueilli comment parmi les députés de son groupe ? Alors, je trouve que globalement, c'est accueilli plutôt positivement. Et d'ailleurs, on se réjouissait d'avoir des mesures à mettre en place tout de suite, alors qu'au gouvernement, on voit que ça patine un peu. En revanche, certains, je pense que c'est une minorité dans le groupe, sont pas du tout à l'aise devant ça. Ils disent que c'est une rupture d'égalité, parce que ça va s'intéresser à une religion particulièrement. Ça, dans les proches de Gabriel Attal, dit non, le voile, c'est pas la religion, c'est plus large que ça, en fait. Et certains s'inquiètent aussi, en fait, du repli identitaire que ça pourrait créer, en fait, que ce serait contre-productif. Il y a eu des messages qui ont été relayés dans le groupe, dans les différents groupes où il y a les députés. Mais je pense que cette partie-là est minoritaire. Globalement, on est dans le sens de Gabriel Attal et on était plutôt satisfait d'avoir un président de groupe et de parti qui a des propositions concrètes. Stéphanie, cette proposition choc, elle s'inscrit, on le comprend bien, dans un contexte de pré-présidentiel avec un embouteillage dans les candidatures au centre. On pense à Édouard Philippe notamment. Est-ce que ses proches ont réagi à ces annonces ? Oui, et là, ils ont réagi aussi assez facilement au micro. Alors, ils sont sceptiques et ils ont rapidement dénoncé une course à l'échalote, une course derrière le populisme. Donc, c'est quand même assez dur comme réaction. Et un ministre ironisait un peu en expliquant que voilà, la proposition d'Attal, c'est pas une réponse à la victoire de Bruno Retailleau, mais c'est plutôt une réponse au décrochage dans les sondages entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Chez Édouard Philippe, ils veulent ne pas réagir à chaque petite phrase, chaque chose, être dans le surplomb. Ils travaillent sur leurs projets massifs, etc. C'est leur stratégie. Même si parfois, ils peuvent avoir certaines craintes de se dire est-ce qu'on n'est pas un peu absent sur certains sujets. Mais c'est vrai qu'ils sont... eux, ils se laissent le temps vraiment de travailler à un programme, quoi. Alors voilà pour ce débat sur le voile. Levons-le à présent sur un autre sujet, la fin de vie. L'article phare sur l'aide à mourir a été voté mardi à l'Assemblée. Votant 274, exprimé 267, majorité 134, pour 164, contre 103, l'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est suspendue pour 10 minutes. Voilà le vote de l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Une étape clé dans l'avancement des débats puisque cet article régit les conditions d'accès à cette aide. On ne va pas revenir sur le fond du sujet. Pour cela, je vous renvoie aux 2 très bons articles de nos collègues Soisic et Anne-Charlotte qui vous résument les débats. Ils sont à lire sur lcp.fr.
.fr. On va parler de l'ambiance, Elsa. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est bien de le dire. Tout s'est passé dans le calme dans l'hémicycle. Oui, à part quelques moments de tension. Là, ce matin, par exemple, il y a des tensions parce que ceux qui sont opposés continuent à utiliser suicide assisté, euthanasie, des mots qui ne sont pas dans le texte. Donc ça crispe aussi parfois sur ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en fait, plusieurs députés disaient ça fait du bien. En fait, on a le sentiment que là, les débats sont apaisés, qu'on tente d'échanger vraiment des arguments. Il y a beaucoup de députés qui nous disent « Moi, je suis en train de me forger une opinion dans l'hémicycle. Donc c'est important pour moi d'aller voir aussi les uns, les autres, Ça prouve plutôt la qualité des débats quand ça se passe comme ça. Exactement, ça prouve la qualité des débats. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux choses. Il y a à la fois ces députés qui sont toujours en train de douter, à la fois des lignes qui sont pas très claires au sein des groupes puisqu'il y a une liberté de vote. Le fait qu'il y ait une liberté de vote, qu'aussi peut-être, on le rappelle, le texte avait déjà été étudié avant la dissolution. Donc là, il y a peut-être moins de... Enfin voilà, on a l'impression que le débat, même s'il était apaisé avant la dissolution, il y a des députés qui sont contents de se dire, là on a le sentiment que vraiment le Parlement travaille comme il devrait travailler. On essaye de trouver la meilleure rédaction pour les uns ou pour les autres. Pour ceux qui sont contre, ils essayent tout en s'opposant, en essayant de, eux, avoir les verrous qu'ils estiment nécessaires. On n'a pas le sentiment que certains veulent complètement faire traîner les débats. C'est possible, on peut déposer des dizaines de milliers d'amendements. C'était le cas en début de discussion l'année dernière, et là, on n'a pas cette sensation. Exactement, on va tenir le délai, sachant que l'Assemblée avait prévu déjà d'ouvrir des week-ends, etc. Donc voilà, il y a des députés qui nous disent « Moi, je ne veux pas en entendre de ce débat, ça me déprime de parler de la fin de vie pendant des semaines. » Et il y en a d'autres qui disent « En fait, voilà, c'est ça, là, on est député, et c'est vrai que dans le climat actuel, ça fait aussi du bien d'avoir un débat où il n'y a pas une ligne de fracture politique, il n'y a pas de... Voilà. » Oui, Stéphanie, on parle du rythme des débats. Bon, ils sont assez longs, mais parce que le choix a été fait de donner du temps pour laisser chacun s'exprimer sur ce sujet, mais il n'y a pas d'obstruction. On peut espérer une adoption du texte dans quel calendrier ? Alors, le gouvernement espère qu'il puisse être adopté à l'été 2026, parce que là, je vous le rappelle, comme on veut prendre du temps, il n'y a pas de procédure accélérée, c'est-à-dire que c'est la procédure classique de l'Assemblée avec une navette parlementaire. Donc le texte va partir au Sénat, ça devrait être en octobre. Ensuite, il va revenir à l'Assemblée, il va repartir au Sénat. Donc ça prend du temps, le temps de la réflexion sur un débat sociétal. Et donc le gouvernement espère que ce sera voté à l'été 2026. Emmanuel Macron, vous en rappelez, a dit que s'il y avait des blocages au Parlement, il n'excluait pas d'avoir recours au référendum, mais apparemment, vu la teneur des débats, le calme, c'est pas du tout l'idée. Mais celui qui inquiète un petit peu les députés favorables, c'est François Bayrou, puisqu'au petit déjeuner avec les représentants de la majorité, il a dit l'Assemblée, ça fait 3 ans qu'elle travaille dessus, donc c'est quand même normal que le Sénat, on lui demande pas de tout faire ça en 3 semaines. C'est pas vrai, ça fait pas 3 ans que l'Assemblée travaille dessus, on a dû repartir complètement à zéro. Donc voilà, ils essayent de convaincre aussi François Bayrou que ce ne soit pas lui qui ralentisse aussi un peu les choses. Allez, puisqu'on parle de calendrier, disons un mot pour terminer. Et vote mardi à suivre sur LCP. Vote mardi, bien sûr, vers 16h30, 16h45, après 17h les questions peut-être. au gouvernement, donc résultat du vote autour de 18h, je pense. On suivra ça évidemment avec toi, Elsa, qui assurera la présentation. Et Stéphanie, tu seras aux 4 colonnes avec Elsa. On parle de calendrier, disons un mot pour terminer cette émission de la fin de saison, ici à l'Assemblée. Le suspense est intenable. Stéphanie, la question sur toutes les lèvres, y aura-t-il une session extraordinaire, c'est-à-dire une prolongation des travaux après le 30 juin ? Alors a priori, on s'oriente sur 2 semaines de session pour l'Assemblée en juillet, donc jusqu'au 14 juillet environ. Peut-être une semaine en plus, mais c'est peu plausible. Et une nouvelle session extraordinaire, c'est-à-dire que l'Assemblée reprendrait ses travaux avant début octobre, mais plutôt peut-être à la mi-septembre, voire dès début septembre. Elsa, j'ai entendu dire que le gouvernement ne veut pas abattre son jeu trop tôt sur ce sujet parce qu'il craint que les députés ne ralentissent les débats s'il le fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors après, le gouvernement, on se rappelle, avait proposé d'ouvrir aussi certains week-ends, les ponts de mai, etc. Et puis avait fait fuiter aussi bien dans la presse que c'était les députés qui ne voulaient pas travailler. Donc maintenant, les députés veulent aussi prendre un peu au piège le gouvernement en disant c'est le gouvernement qui refuserait une session extraordinaire. Donc il y a un petit peu un combat entre les deux pour avoir le sentiment d'être celui qui veut travailler. Et en même temps, parfois, on accuse la désorganisation aussi de l'ordre du jour, etc. Donc oui, en revanche, là, ce que la présidente de l'Assemblée a demandé au ministre des Relations avec le Parlement, c'est que la décision soit quand même prise et annoncée aux députés rapidement. Il faut aussi qu'ils puissent s'organiser. On aura une réponse la semaine prochaine, fin mai, parce que du côté du gouvernement, on se dit quand même il faut pouvoir se projeter et préparer. Parce que le gouvernement a assez envie de mettre des nouveaux textes à l'ordre du jour, il faut aussi les préparer. Allez, un mot pour finir de ce qui nous attend à l'Assemblée la semaine prochaine. Il y aura le vote très attendu sur les propositions de loi sur la fin de vie. Ce sera mardi à vivre
en direct sur LCP à partir de 16h30 avec toi, Elsa. Mais les débats les plus tendus risquent de survenir aussi sur une proposition de loi venue du Sénat et qui concerne l'agriculture. On l'appelle la loi Duplon. Elle a tous les dossiers explosifs à l'intérieur, c'est-à-dire que déjà il y a une très forte pression du monde agricole pour l'adopter, sauf que dedans il y a de la réintroduction des néonicotinoïdes, ça fait pas du tout, ça fait un gros débat dans l'Assemblée. Il y a la question des mégabassines aussi, de l'eau en agriculture. Il y a plein de pas de micro-sujets, mais il y a plein de sujets explosif. Il y a une énorme pression des agriculteurs qui ont déjà dégradé certaines permanences de députés. La présidente de l'Assemblée a condamné ces dégradations. On parle aussi de manifestations des tracteurs aux abords de l'Assemblée. Le gouvernement a vraiment pas envie d'une nouvelle crise du monde agricole et en même temps, dans ce texte-là, il y a des choses qui fracturent l'hémicycle et je suis pas sûre que dans le groupe Ensemble pour la République, par exemple, ce texte-là fasse consensus. Oui, Stéphanie, ces débats sur les pesticides, c'est toujours des moments de tension dans l'hémicycle. Ça va assez loin. Cette fois, il y a même des menaces. Oui, il y a des menaces, comme elle disait Elsa, il y a eu des tags sur des permanences, par exemple, d'un député insoumis, Sylvain Carrère dans l'Hérault. Il y a eu, avec le tag « Loi Duplon, sinon boum », donc c'est quand même assez violent. Moi, j'ai un député spécialiste de ces questions-là qui me racontait qu'il avait reçu 4000 mails en provenance surtout des syndicats agricoles pour dire « il faut absolument voter la loi ». Un autre m'expliquait qu'il y a une espèce de syndrome glyphosate dans le groupe Ensemble pour la République. Rappelez-vous, en 2018, les macronistes avaient interdit le glyphosate. Et là, déjà, les députés avaient été menacés. Ils en ont entendu parler pendant des mois et des mois dans leur circonscription. Il y avait une grosse pression sur eux. Et ils en gardent un souvenir assez cuisant. Donc, c'est pour ça qu'une partie des députés Ensemble pour la République sont quand même très, très prudents. Et puis, il y a une grosse pression aussi au niveau du gouvernement. Alors, il y a toujours eu des liens entre les syndicats agricoles et les gouvernements. Mais là, on sent qu'il y a une pression vraiment très pointue sur le calendrier parlementaire. Au gouvernement, on explique que la semaine dernière, les syndicats agricoles ne voulaient pas que l'Assemblée siège le week-end de l'Ascension parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas de députés. Et que là, en fait, les syndicats agricoles ont changé d'avis et maintenant ils demandent à ce que les députés siègent le week-end de l'Ascension parce qu'ils ont peur que la loi soit votée, prenne encore du retard. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on voit le degré de pression. Et puis, il y a la mobilisation agricole, appel à la manifestation à partir de lundi. Voilà, proposition de loi Duplon qui sera dans l'hémicycle à partir de lundi. On suivra ça toute la semaine. On en reste là pour cette semaine. Merci pour toutes ces infos et ce décryptage. Stéphanie Despierres et Elsa Monda-Gava. Je vous renvoie à nouveau vers notre site internet et nos réseaux sociaux pour plus d'infos. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À la semaine prochaine. La séance est levée.